Né dans un contexte de guerre mondiale, Captain America s'est imposé comme une figure marquante de la culture populaire. Un héros façonné pour incarner des valeurs et des idéaux dans une période trouble, à tel point qu'une image d'outil politique et de propagande reste encore accrochée aux super-héros. Mais aujourd'hui, son héritage dépasse les bandes dessinées. Il fait partie de la culture populaire, a marqué et marque encore des générations et s'est imposé grâce au Marvel Cinematic Universe comme un personnage important dans l'industrie du divertissement. Captain America continue de s'adapter et de refléter les préoccupations de son époque, et aujourd'hui on va s'intéresser à son parcours, son impact et aux tensions qu'il soulève. Comment ce héros a réussi à traverser les âges? Comment, avec le temps, son image a évolué, s'adaptant aux bouleversements politiques et sociaux qui ont marqué l'histoire des États-Unis? Comment, à travers de multiples visions d'auteurs et d'artistes, a-t-il été réinventé pour obtenir une nouvelle dimension, un nouveau rôle à jouer? Mais surtout, quel est le rôle de Captain America aujourd'hui? Est-il l'outil politique et de propagande qu'on lui reproche souvent d'être, ou est-il plus que cela? Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire de Captain America et à son évolution en tant que personnage de comics. Tout commence en 1941. À cette époque, les comic books de super-héros sont en plein essor depuis l'arrivée de Superman en 1939. Et Martin Goodman, avec sa société, Timely Comics, publie chaque mois les aventures de personnages comme Namor et la Torche Humaine. Ces aventures, vous pouviez notamment les retrouver dans les Marvel Mystery Comics ou directement dans les magazines au nom du héros. Et oui, vous allez le voir, le Marvel Mystery Comics, qui s'appelait d'ailleurs très sobrement Marvel Comics pour son premier numéro, a bien un lien avec le Marvel Comics que l'on connaît actuellement. Mais à l'époque, les ventes plutôt bonnes ne suffisent pas à Martin Goodman. Il est persuadé que son catalogue ne contient pas assez de super-héros. Il va donc demander à Joe Simon de lui créer un nouveau super-héros emblématique et charismatique. Joe Simon va accepter et se mettre au travail avec son associé, Jack Kirby. Jack Kirby qui va avoir un rôle assez important dans l'histoire des comics Captain America, des comics Marvel, mais aussi des comics dans leur ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, on le surnomme encore le roi des comics. En tout cas, Joe Simon et Jack Kirby se mettent au travail et très rapidement, ils décident de créer Captain America. Et la raison, elle est très simple, l'argent. Car oui, même s'il y a d'autres raisons un peu plus politiques, personnelles et voire même artistiques, Kirby rappelle bien en interview que son but premier, c'est de vendre le plus de comics possible. Timely Comics, c'est une entreprise. Et comme le dit Joe Simon, dans une époque où la majorité de la population est patriotique, un personnage qui s'appelle Captain America, porte les couleurs du drapeau et combat aux côtés de l'armée, ceux qui s'en prennent aux États-Unis, est un personnage qui avait de bonnes chances de vendre. Et les ventes du premier numéro ne vont pas leur donner tort, car le comics Captain America va très bien se vendre. Même si les autres raisons y sont aussi peut-être pour quelque chose, et notamment la raison politique. Déjà, au niveau artistique, Jack Kirby va souhaiter un personnage ancré dans une origine plus réaliste, et des combats qui semblent crédibles. Il va donc s'éloigner de ce qui existe sur Superman, et fait de Captain America un super soldat. Le jeune Steve Rogers veut entrer dans l'armée, mais n'est pas apte au service. Il participe donc à un programme scientifique ayant pour but de fabriquer des super soldats pour les États-Unis. L'expérience réussit et décuple la force et l'agilité de Steven Rogers. Seulement, des espions allemands tirent sur le scientifique en charge du projet avant de se faire arrêter par celui qui se fera dorénavant appeler Captain America. Et la présence des espions dans ce numéro est liée à l'autre raison qui a motivé Jack Kirby et Joe Simon à faire un comics Captain America. En 1941, au moment de la création de Captain America, les États-Unis ne sont pas officiellement entrés en guerre. Il faudra, pour ça, attendre décembre 41 et l'attaque par les Japonais de Pearl Harbor. Mais malgré tout, la population américaine entend parler de ce qu'il se passe en Europe, et si certains groupes adhèrent au discours du chancelier allemand, d'autres s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir cette guerre. Et ce sont ces inquiétudes que les deux auteurs vont essayer de transformer en sentiments patriotiques tout en montrant leur opposition aux volontés du Troisième Reich. Et ça se traduit justement par cette couverture très impactante qui ne se limite pas juste à une magnifique droite de Captain America. On peut aussi observer qu'on nous montre les plans des nazis pour attaquer l'industrie américaine, ce qui reflète les inquiétudes des Américains, et c'est ce que vous retrouverez principalement dans les premiers numéros de Captain America. Notre héros déjouant des plans visant à affaiblir les États-Unis. Malgré tout, on aura également des histoires plus horrifiques et fantastiques, ce qui va créer un mélange assez étrange mais qui fonctionne bien auprès du public. Et d'ailleurs dès les premiers numéros, on va voir apparaître un méchant qui va devenir la némésis de Captain America, Crâne Rouge. Crâne Rouge qui est fortement relié aux forces du Troisième Reich et qui va devenir par la suite l'un des dirigeants de l'Hydra. Une organisation donc que Captain America sera amené à confronter à de très nombreuses reprises. En tout cas, ces histoires qui pointent du doigt l'Allemagne comme l'ennemi, ça ne plaît pas à tout le monde. En effet, certains groupes aux États-Unis se reconnaissent dans les idées du chancelier allemand et n'hésite pas à menacer directement Jack Kirby et Joe Simon. Si Jack Kirby ne se dégonfle pas et leur répond, eh bien le maire de New York va décider d'apporter son aide et sa protection aux deux auteurs. Ce qui montre déjà que le comics Captain America est un comics politique à l'époque, et un comics qui se vend très bien. Par la suite, Martin Goodman profite du succès et embauche plus de monde, dont son neveu, un certain Stanley Lieber, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Stan Lee. Stan Lee qui écrira d'ailleurs une petite histoire dans le numéro 3 de Captain America, avant de devenir l'éditeur de la série. De leur côté, les deux auteurs continuent d'écrire la série qui paraît régulièrement et continuent d'innover.
Mais il y a une petite inquiétude qui commence à s'installer. Lorsqu'ils ont commencé à travailler pour Marvel, Joe Simon et Jack Kirby se sont mis d'accord avec Marvel concernant leurs tarifs. Ils devaient donc recevoir une part fixe avec un prix défini pour chaque page fournie. Et Timely Comics, comparé à National Comics, ne paie pas très bien leurs auteurs à cette époque-là. Et à noter que National Comics, c'est le groupe qui deviendra par la suite DC Comics. La seconde partie de l'accord financier entre les deux auteurs et Timely Comics concernait un pourcentage des ventes qui leur était dû. Le problème, c'est que Joe Simon a des doutes sur l'honnêteté de Martin Goodman. Pour lui, et du coup pour Jack Kirby à qui il en parle, ce qu'il touche ne correspond pas à ce qui se vend. D'après leur dire, les deux auteurs comprennent qu'ils sont en train de se faire voler et que la situation a peu de chances de changer. Après une discussion, ils décident de s'engager chez National Comics, qui essaie de les attirer déjà depuis un petit moment. Et la raison qui les convainc, c'est que National Comics leur propose un prix par page 2 fois supérieur à ce que Timely Comics leur payait à l'époque. Cependant, Martin Goodman l'apprend et vire directement les deux auteurs qui continueront d'innover chez la concurrence avant de rejoindre l'armée en 1942. Et du coup, que va-t-il se passer pour Captain America qui n'en est alors qu'à son 10e numéro? Va-t-il continuer à taper sur des méchants allemands ou va-t-il plus s'orienter sur des récits qui vont du côté de la science-fiction et de l'horreur? Eh bien les auteurs vont tout simplement décider de jouer sur la carte du patriotisme et ils vont y aller à fond. C'est d'ailleurs à cause de cette période que le personnage est fortement associé dans l'imaginaire collectif à un personnage de propagande bas du front. Mais qu'en est-il réellement? Cette vision est-elle erronée ou au contraire, est-ce qu'elle tape dans le vrai? Bah déjà, juste au premier coup d'œil, on voit que jusqu'à la fin de la guerre, la quasi-totalité des couvertures présentent Steve Rogers aux prises avec les forces allemandes ou japonaises. Et ces forces sont souvent en supériorité numérique et représentées de manière très caricaturale. Malgré tout, quand on ouvre, c'est globalement la même chose qu'avant, avec des récits liés à la guerre ou à des menaces horrifiques et fantastiques, voire parfois les deux en même temps. Et si le fait de voir Steve affronter les ennemis de l'Amérique ne suffit pas, il arrive régulièrement que Steve Rogers s'adresse directement au lecteur pour lui asséner un petit discours sur la grandeur de l'Amérique ou sur la malveillance de leurs adversaires. Bon, sur la malveillance des ennemis, les auteurs avaient raison et défendaient une bonne cause, mais malgré tout, le procédé s'apparente à de la propagande. On utilise un personnage apprécié des enfants pour transmettre un message visant à les convaincre du bien fondé des actions des États-Unis. Mais alors ces messages, est-ce que ça vient des auteurs ou bien directement du gouvernement? Eh bien un peu des deux, car je vous le rappelle, le but de Timely Comics, c'est de faire de l'argent. Et un comics qui met en valeur les États-Unis face à leurs adversaires dans un contexte de guerre, ça marche très bien. Ainsi, l'État encourageant ce genre d'initiative, Captain America Comics, comme d'autres magazines de l'époque, va pouvoir être distribué librement aux soldats de l'armée américaine. Et ils vont aussi participer à l'effort de guerre à leur manière, en réduisant leur utilisation de métal et en faisant des donations à l'armée. Et tout ça grâce à un tout petit badge. Il faut savoir que dès les premiers numéros de Captain America, il était possible, en envoyant 10 $, de recevoir une carte de membre des Sentinelles de la Liberté, un petit badge en métal. Les Sentinelles de la Liberté étant le fan club officiel de Captain America. Or, pendant la guerre, le gouvernement lance une campagne pour demander à la population de limiter son usage de métal afin que celui-ci serve principalement à la fabrication d'équipements et d'armes. Et c'est ainsi que Timely décide de changer son offre. En échange de 10 $, ils fournissent toujours la carte de membre des Sentinelles de la Liberté, mais n'envoient plus le badge, l'argent économisé étant envoyé par la suite sous forme de dons à l'armée. Ainsi, par un simple petit changement, ils peuvent réduire leur consommation de métal en plus de participer directement à l'effort de guerre. Certes, c'est une toute petite contribution, mais ça montre l'implication de Timely Comics vis-à-vis de la situation. Après, est-ce que cette implication se fait par conviction pure ou par opportunisme afin de profiter de la bonne presse que cela leur fait? Difficile à dire, mais pour moi les deux raisons se rejoignent très bien, et Timely Comics aurait tort de ne pas en profiter. En tout cas, pendant toute la durée de la guerre, Captain America va continuer à très bien se vendre. C'est après que ça va se compliquer, amenant même jusqu'à la disparition du personnage. Après la guerre, la série va continuer quelques années, mais les ventes vont baisser, et Captain America Comics ne sera publié qu'une fois tous les 2 mois. Et cette baisse, elle s'explique par 2 raisons. La première, c'est que les artistes ne peuvent plus s'appuyer sur les mêmes artifices que précédemment pour les couvertures. Les images sont moins marquantes, et les ennemis ne sont que des malfrats lambda. C'est donc la stratégie utilisée pendant la guerre qui va se retourner contre Captain America. Contrairement à d'autres super-héros comme Batman par exemple, la série Captain America a beaucoup plus exploité le conflit et n'a pas installé de vilains très reconnaissables comme le Joker. Bon, si on doit être totalement honnête, il y a bien Crâne Rouge, mais il est beaucoup trop lié au conflit pour être utilisé facilement, même si on le reverra de temps en temps. Pour pallier à ses ventes décroissantes, Timely Comics va tenter d'introduire une nouvelle alliée à Steve Rogers, avec le personnage de Betty Ross, une agente du gouvernement qui va vite devenir Golden Girl, une nouvelle super-héroïne. Cependant, les ventes continuent de baisser, et c'est lié à la seconde raison évoquée un peu plus tôt. Dans la période d'après-guerre, la mode des super-héros en comics commence à passer, et de nouveaux comics fleurissent sur les étals, avec des récits horrifiques, fantastiques, de western, ou encore de romance. Le genre romance qui a d'ailleurs été initié par Jack Kirby,
le co-créateur de Captain America. Face à cet essor, Timely Comics va essayer d'adapter Captain America, avec des récits fantastiques et horrifiques, mais ça ne prend pas, et les ventes continuent de ne pas être suffisantes. Ils vont donc tenter le tout pour le tout avec le numéro 74 qui sort au milieu de l'année 1974 afin d'éviter l'arrêt de la publication. Le titre va ainsi changer, passant de Captain America Comics à Captain America's Weird Tales pour essayer de s'adapter au marché, et la couverture avec un Red Skull rappelant un monstre de comics d'horreur va complètement dans ce sens. Malheureusement, encore une fois, le titre Captain America ne se vend pas assez et va être arrêté dès le numéro suivant. Le personnage disparaît ainsi pendant 4 ans avant d'être relancé en 1954. L'objectif est de reproduire ce qui a fait le succès de Captain America, mais en remplaçant les ennemis de la Seconde Guerre mondiale par ceux de la guerre froide. Et ça se voit directement sur les couvertures avec des ennemis qui arborent fièrement le marteau et la faucille sur leur costume. Ça et la petite phrase qui se situe juste au-dessus du titre. Captain America, Commie Smasher. Et cette fois, il est presque certain que la seule motivation derrière cette prise de position est purement commerciale, car après seulement 3 numéros, la série ne se vendant pas, elle est de nouveau arrêtée. À la fin des années 50, Jack Kirby est de retour chez Timely Comics, qui s'appelle maintenant Marvel Comics. Il y dessine alors des comics de monstres, mais il faut du renouveau à Marvel, et c'est là que va intervenir la création des Fantastic Four. Les Fantastic Four qui vont propulser Marvel comme aucune autre série ne l'avait fait alors. Et c'est d'ailleurs cette série qui va permettre à Martin Goodman de publier 2 séries de plus que ce que son distributeur lui autorisait alors à l'époque. Il demande donc à son éditeur en chef, Stan Lee, de sortir une série en s'inspirant des Fantastic Four et une autre s'inspirant d'Amazing Spider-Man. Car après tout, autant copier ce qui fonctionne. Et c'est comme ça que les X-Men et Daredevil sont programmés. Malheureusement, la conception de la série Daredevil ne se passe pas comme prévu, et il faut trouver quelque chose d'autre pour le remplacer. Le souci, c'est que cela doit se faire dans un temps très limité, et la création d'un personnage, ça prend du temps. Jack Kirby et Stan Lee décident donc de créer les Avengers, une équipe constituée de personnages qu'ils ont créés, et qui sont les plus grands super-héros de l'univers Marvel. Ils ont juste exclu les Fantastic Four, qui sont déjà une équipe à part entière, et Spider-Man qu'ils jugent trop jeune. La nouvelle série fonctionne bien, et dès le numéro 4 va apparaître un nouveau personnage. Il s'agit de Captain America, les deux auteurs voulant remettre le personnage en avant. Dans ce numéro 4, Namor retrouve Captain America pris dans la glace au fond de l'océan. Les Avengers le réveillent et ils nous annoncent que Bucky est mort dans une explosion d'avion. Il va ensuite prendre plus de place chez les Avengers et en devenir l'un des membres les plus importants. Mais ce n'est pas tout, car dès l'année suivante, il aura également le droit à des aventures en solitaire dans le Comic Book Tales 59, un magazine dans lequel on retrouve également les histoires d'Iron Man. Le personnage y évoluera peu et on aura finalement une série super-héroïque très classique, bien loin de toute volonté politique. Captain America sera par exemple amené à affronter Crâne Rouge à de multiples reprises, celui-ci ayant également été maintenu en hibernation, mais aussi le Baron Zemo ou MODOK pour les super vilains les plus connus. En 1968, la série va changer de nom pour Captain America au numéro 100, puis va présenter un peu plus tard le personnage de Faucon. Le Faucon est introduit dans un récit opposant Captain America à Crâne Rouge. Faucon obtient le pouvoir de communiquer avec son faucon grâce au cube cosmique. Dans ces numéros, Stan Lee nous présente le premier super-héros afro-américain et aussi le premier personnage noir ne portant pas le nom Black dans son nom de super-héros. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que la série de Captain America va arrêter d'être une série de divertissement pur pour proposer quelque chose de plus. Elle va essayer d'envoyer des messages à ses lecteurs pour changer les mentalités. Aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques et contre la discrimination prend de l'ampleur, et Jenny Collan propose d'intégrer un personnage afro-américain dans la série Captain America. Stan Lee accepte immédiatement, car il a comme volonté d'être toujours au plus près des évolutions du monde dans ses comics. Le personnage disparaîtra jusqu'au numéro 126 et s'installera définitivement comme l'acolyte de Steve Rogers à partir du numéro 133. Et d'ailleurs, dès le numéro suivant, le numéro 134, la série ne s'appelle plus Captain America, mais bel et bien Captain America and the Falcon. Et la série va se poursuivre ainsi jusqu'en 1972 et l'arrivée de Steve Englehart. Steve Englehart qui va frapper très fort directement avec un arc narratif expliquant ce que Stan Lee avait juste choisi d'ignorer dans sa reprise du personnage dans les années 60. Les histoires du Captain America de 1950. Car oui, quand Jack Kirby et Stan Lee écrivent les Avengers et qu'ils décident que Steve Rogers a disparu peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé une incohérence. Que reste-t-il du Captain America casseur de communistes? Eh bien c'est Steve Englehart qui va trouver la solution parfaite. Tandis qu'il se promène, Faucon est prévenu que Captain America s'en prend à des civils afro-américains. Il se dirige alors vers le lieu de l'incident, et lorsqu'il arrive, il ne peut que constater que c'est la vérité. Captain America est bien en train de tabasser un civil innocent. Après de nombreux combats et retournements de situation, on comprend que ce Captain America, accompagné par son Bucky, est en fait le remplaçant de Captain America pendant les années 50. Un jeune homme, admirateur de Captain America, qui a découvert les notes du chercheur ayant créé le sérum du super soldat et les a fournis à l'armée en échange de la promesse d'être le premier
à subir le traitement. Le gouvernement, privé de Captain America, accepte et teste le sérum expérimental sur lui et sur un jeune acolyte dans le but de remplacer Captain America et Bucky. Ils ont même été jusqu'à leur donner leur visage par chirurgie plastique. Le problème, c'est que le sérum les a petit à petit plongés dans la folie. Ils ont commencé à voir des communistes absolument partout et s'en sont pris à des innocents. L'État a donc été obligé de les endormir et les cryogéniser pour éviter les débordements et le scandale médiatique que cela aurait pu causer. Et s'ils ont été réveillés, c'est parce qu'un agent chargé de la surveillance de ces deux personnes est excédé par la visite de Nixon en Chine et décide de les relâcher pour lutter à nouveau contre le communisme. L'histoire se conclut par l'arrestation des deux imposteurs qui seront à nouveau cryogénisés jusqu'à leur prochaine apparition. Captain America, le vrai cette fois, représente donc des valeurs plus humaines et universelles que celles changeantes imposées par le gouvernement. Et si pour le moment il ne s'oppose pas directement au gouvernement américain, vous allez voir qu'un événement va changer tout ça et va amener Steve Englehart à écrire les épisodes les plus importants pour la reconstruction du personnage. De 1972 à 1974, le scandale du Watergate va prendre de plus en plus d'ampleur médiatique autour d'affaires de corruption, d'obstruction à la justice et de détournement de fonds impliquant beaucoup de membres liés au président Nixon et plus grave encore, l'impliquant directement. Steve Englehart, comme des millions d'Américains, voit cela dans les médias et il est écœuré par ce qu'il apprend. Et ce, malgré le fait qu'en 1973, l'affaire n'est pas finie. Cependant, c'est cette situation qui va inspirer à l'auteur les numéros 169 à 176 de Captain America et le Faucon, formant l'arc appelé Secret Empire. Steve Rogers, au cours de cette histoire, va remonter la piste d'une société secrète qui gangrène toutes les sphères du gouvernement américain. Captain va finir par découvrir l'identité du chef de l'Empire secret, qui n'est autre qu'un très haut fonctionnaire du gouvernement. Alors ce n'est pas dit explicitement dans le comics, mais ici Steve Englehart vise directement le président Nixon, et il l'avouera même en interview un peu plus tard. Devant cette révélation, Captain America décide de changer son identité de super-héros, ne pouvant plus continuer à défendre un système dans lequel il n'a plus confiance. Il adopte donc l'identité de nomade et ne représente plus les États-Unis. Il va alors devoir se reconstruire, ce qui va permettre à Steve Englehart de définir ce que doit être Captain America. C'est pourquoi quelques numéros plus tard, l'auteur fait revenir Captain America. Steve Rogers comprend qu'il doit être un symbole de justice et de liberté, et qu'il doit y avoir un Captain America pour donner un exemple de droiture. Steve Englehart quitte alors le titre et laisse à ses successeurs un Captain America bien différent de ce qu'il était avant. Un personnage plus facilement utilisable pour aborder des sujets politiques ou des questions de société, mais surtout apte à transmettre un message qui n'est pas forcément en accord avec ce que veut le gouvernement américain. Et sans le séisme qu'a provoqué l'affaire Watergate aux États-Unis, Captain America n'aurait peut-être pas pris cette direction-là, ou en tout cas pas aussitôt et pas de manière aussi franche. Et d'ailleurs ses successeurs ne s'y trompent pas, car dans les années qui vont suivre, les auteurs vont emboîter le pas à Steve Englehart et développer des thématiques en lien avec l'idée de l'Amérique, du patriotisme et des valeurs, mais aussi des thématiques sociales. Et pour ne pas que la vidéo devienne trop redondante ou soit trop longue à regarder, je vais vous faire un petit résumé de tout cela. Mais il y a une chose que vous devez bien garder à l'esprit, je ne vais pas pouvoir aborder toutes les questions qui ont été abordées dans les comics Captain America. De plus, certains auteurs ont abordé la même question mais sous des angles différents et avec des conclusions différentes. En effet, chaque scénariste a ses propres convictions, ses propres valeurs et va les faire apparaître au travers des comics Captain America. Le tout étant en plus sous la surveillance des éditeurs qui restreignent ou orientent les auteurs pour vendre le plus de comics possible. Malgré cela, les auteurs sont de plus en plus libres de s'exprimer et cela va se ressentir au fur et à mesure que les années passent. Ainsi, on verra les auteurs questionner la notion de patriotisme et le danger que cela représente lorsque ce patriotisme est utilisé par les gouvernements. Ils viendront également interroger régulièrement les valeurs qui doivent guider l'Amérique, et donc Captain America dans un pays et une société qui évoluent sans cesse. Ils n'hésiteront pas d'ailleurs à mettre en perspective ce que représentait Captain America dans le passé par rapport à l'évolution des mentalités et à ce qu'il doit incarner pour le futur. Captain America entrera en conflit avec toute forme de dictature ou de groupes voulant priver des individus de leur liberté, que ce soit le gouvernement ou des partisans de groupes extrémistes, qu'ils soient étrangers ou américains. On pensera aussi à l'histoire dans laquelle le gouvernement force Captain America à abandonner son poste au profit de John Walker, un Captain America docile et qui va dans leur sens, montrant la nécessité de ne pas faire confiance aveuglément à un symbole ou aux dirigeants. Il sera également question de problèmes plus concrets comme l'utilisation des armes, la corruption des puissants, la disparité des richesses et la pauvreté auxquelles font face de nombreuses personnes. Les questions de racisme, qu'ils soient liés à la couleur de notre peau, notre religion ou toute autre différence seront également abordées, Captain America prenant systématiquement le parti de la liberté sous toutes ses formes. Et tout ça va continuer jusqu'en 2001 et un événement qui va secouer le monde entier, mais surtout les États-Unis. Suite à l'attentat sur les tours jumelles, Marvel marquera l'événement avec un numéro dans lequel Straczynski et John Romita Jr. présentent leur hommage aux victimes et saluent tous les véritables héros de notre monde. Les héros de Marvel, dont Captain America, leur laissant le premier rôle.
Mais pour l'Amérique, cet événement va être traumatisant et va fortement impacter le destin et les publications de Captain America. Tout d'abord dans l'histoire écrite par John Ney Reber, et notamment l'histoire intitulée A New Deal. Dans cette histoire, qui se passe juste après les événements de septembre 2001, Steve Rogers va devoir intervenir pour stopper une cellule terroriste. Sur le terrain, il va se rendre compte que la mission n'est pas si simple, et que si les actions du terroriste sont fortement condamnables, les actions du gouvernement américain en sont responsables. Ainsi, l'auteur va mettre Captain America dans une situation complexe, où le bien et le mal ne sont pas l'un face à l'autre. Il va questionner les responsabilités des États-Unis dans les conflits mondiaux, et l'impact de son interventionnisme. Mais il va également aborder la nouvelle problématique des États-Unis. Comment lutter contre le terrorisme? Car si pour lutter contre un pays, la force militaire est la solution habituelle, pour lutter contre le terrorisme, la force n'est clairement pas une solution viable. Il n'y a pas d'ennemis facilement identifiables, et une intervention militaire forte va venir renforcer le discours des terroristes auprès de ceux qui subissent les attaques menées par les forces américaines. Dans le comics, Captain America comprend que son importance n'est plus liée au fait d'être un super soldat, mais bien un symbole servant à faire changer les mentalités, et notamment dans son propre pays. Ces questionnements sur l'ingérence américaine et le rôle du gouvernement américain dans les conflits mondiaux vont notamment être abordés dans deux autres histoires, celles de Ed Brubaker et de Mark Millar. Ed Brubaker, qui va écrire parmi les meilleures histoires de Captain America, va ainsi mettre en avant les actions secrètes et plus agressives de l'État dans les autres pays, et la montée en puissance des agences de sécurité et de renseignement, au détriment de certaines libertés, ces agences étant ici représentées par le SHIELD. A noter que c'est également Ed Brubaker qui va ramener Bucky en tant que soldat de l'hiver. De son côté, Mark Millar va écrire une histoire dans l'univers Ultimate de Marvel. Dans cet univers alternatif, les Avengers n'existent pas, et c'est au contraire une équipe qui obéit au gouvernement qui va être formée, les Ultimates. Et dans cette équipe, le Captain America que l'on découvre n'a pas du tout le même caractère que le Steve Rogers de la continuité classique. Ici, il s'agit d'un Captain America qui a conservé un patriotisme fort, et qui est sûr de la supériorité de l'Amérique en tant que nation, que ce soit en termes de puissance militaire ou des valeurs qu'ils incarnent. Dans ces histoires, les Ultimates vont intervenir dans différents pays, et amener les autres nations à se liguer contre les États-Unis. Encore une fois, les auteurs viennent pointer du doigt le comportement des États-Unis dans les conflits mondiaux, et notamment dans ceux qui ont lieu au Moyen-Orient. Cependant, en plus de cet aspect, Mark Millar va également venir critiquer la manière dont le gouvernement et les différentes agences qui le composent, sous prétexte de protection, vont s'octroyer un pouvoir de plus en plus important sans en informer la population. Mais au-delà des Ultimates, Mark Millar va également écrire un récit majeur impliquant Captain America dans la continuité classique. Et pour en parler, il convient de faire un petit point sur ce qu'il se passe aux États-Unis à cette époque-là. Les attentats de 2001 ont brutalement ébranlé l'Amérique, faisant naître une peur généralisée face à une menace terroriste jusque-là méconnue. Ce choc a provoqué une réaction instinctive, un besoin urgent de sécurité et de protection. La population, bouleversée par la perte d'innombrables vies et par l'image de bâtiments emblématiques s'effondrant, a vu dans les institutions un rempart indispensable contre de futures attaques. Face à ce sentiment de vulnérabilité, le gouvernement américain a entrepris de renforcer ses dispositifs de surveillance et de sécurité. Des lois plus strictes ont été adoptées pour mieux contrôler les mouvements et prévenir toute menace terroriste. Cette période a été marquée par une tension entre la nécessité de protéger les citoyens et le risque de limiter certaines libertés individuelles. Un dilemme qui allait nourrir de nombreux débats dans la société américaine. Dans l'univers Marvel, Civil War se construit sur la problématique de la régulation des super-héros. Après divers incidents tragiques, le gouvernement décide d'imposer le Super-Hero Registration Act. Cette loi oblige les super-héros à se déclarer, à agir sous supervision de l'État et à être tenus responsables de leurs actes. De plus, ils seront également formés comme tout agent des forces de l'ordre. Comme dans la réalité où la recherche de sécurité a conduit à des restrictions des libertés individuelles, Civil War oppose deux visions du monde, garantir une sécurité accrue et de prévenir des catastrophes similaires à celles survenues avec les New Warriors. Les opposants, eux, menés par Captain America, défendent l'idée que la liberté individuelle et l'autonomie des héros sont essentielles et que céder à une surveillance de l'État trop lourde peut conduire à des dérives autoritaires. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les rebondissements de ce comics, mais le camp de Tony Stark va rapidement basculer dans les excès, créant une prison pour enfermer les super-héros, s'alliant à des super-vilains et de manière générale, augmenter la force de frappe pour capturer les super-héros hors la loi. Mais de son côté, Captain America ne renonce pas à sauver des vies tout en s'opposant à la loi. Entraînés dans un cycle de combat de plus en plus important, les super-héros vont finir par détruire une grande partie de New York, et c'est en s'en rendant compte que Captain America décide d'arrêter le combat et de se rendre. Et c'est très malin de la part de l'auteur, car d'une part, il ne donne pas de vainqueur, et ne donne pas un avis tranché sur la question. Il se contente d'en parler et d'y apporter les dérives possibles dans les deux cas. Le manque de contrôle qui conduit à des événements tragiques, comme avec les New Warriors, et un trop grand contrôle qui priverait la population de ses libertés, comme avec ce que Iron Man et Mr Fantastic étaient en train de planifier. D'autre part, l'auteur se permet de rappeler que les puissants ne doivent pas se battre entre eux, et surtout pas au détriment du peuple, qu'aucune victoire n'a lieu
si c'est les civils qui en paient le prix. Mais alors qu'arrive-t-il à Captain America après tout cela? Eh bien il va trouver la mort en montant les marches, la menant à son procès dans la série Captain America. Et la nouvelle va faire le tour des États-Unis, dépassant le simple événement dans le monde du comics. C'est un symbole américain qui est tué, alors que l'Amérique a été profondément touchée quelques années plus tôt, et que les effets de cet événement se font encore sentir dans les conflits idéologiques des États-Unis. Le but est ici de choquer, mais aussi de montrer la mort des idéaux américains représentés par Captain America jusque-là. En tout cas, c'est ce que dit Ed Brubaker, car honnêtement, je ne trouve pas qu'on le sente dans le récit, même si c'est la volonté de l'auteur. D'autant plus que juste après, Ed Brubaker va nous indiquer que dans cette période tendue, l'Amérique a besoin d'un modèle et d'un protecteur. Et c'est là que Bucky Barnes va devenir le nouveau Captain America, avec la complicité d'Iron Man. Ici, pas d'impact idéologique ou politique, l'objectif est juste d'écrire une bonne histoire, en plaçant un soldat brisé dans le rôle de Captain America. Et ça marche très bien, c'est une très bonne histoire, mais on va pas s'attarder dessus, car ce qui nous intéresse, c'est quand même les histoires de Captain America qui nous proposent autre chose que du divertissement pur. Et c'est justement ce qui va arriver dans les années qui vont suivre. Steve Rogers va finir par revenir quelques ans plus tard, et après les années 2010, Rick Remender devient le nouveau scénariste de la série, et va amener un des plus grands changements de l'histoire de Captain America. Mais au départ, il y va doucement. Marvel est en train d'entrer dans une nouvelle ère éditoriale, pensée comme une porte d'entrée accessible pour les nouveaux lecteurs, et Rick Remender va décider d'isoler Captain America d'une grande partie de son univers pour présenter le personnage le plus simplement possible. Il va projeter Steve Rogers dans une autre dimension, dans laquelle l'attend Arnim Zola. Dans cette dimension, on va nous rappeler les valeurs de Captain America, ce qu'il représente au travers de l'éducation qu'il va faire à son fils adoptif. Je ne vais pas vous livrer plus de détails sur l'histoire, elle est vraiment très bien, je vous invite à aller la lire, mais il faut juste savoir que quand Captain America va revenir dans sa dimension, il va avoir besoin de se reconstruire. Et c'est à ce moment-là que l'auteur nous présente l'entourage de Captain America, et surtout le Faucon. Et tout cela, c'est pas fait sans raison. Rick Remender va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et va faire de Sam Wilson le nouveau Captain America. Un Captain America noir. Et si ce n'est pas la première fois, c'est bien la première fois que cela est officiel, et vient remplacer Steve Rogers qui est alors privé de son sérum de super soldat, et a vieilli très rapidement. Et pour l'histoire du premier vrai Captain America noir, je ne l'oublie pas, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Pour en revenir à Sam Wilson, si on connaît l'histoire des personnages, le choix est complètement évident. Mais malgré tout, remplacer Steve Rogers va être vivement critiqué par une partie des lecteurs, des médias et de la population américaine. Une minorité certes, mais une minorité qui va aller jusqu'à insulter et menacer le scénariste sur ses réseaux sociaux, car ils pensent que Captain America doit être un personnage blanc. Et c'est tout. Or, pour Rick Remender, c'est l'occasion de représenter une partie des États-Unis, une minorité des États-Unis, et en plus ça colle avec l'historique du personnage. Personne n'irait râler avec autant de véhémence si Batman était remplacé par l'un de ses Robins ou l'un de ses proches acolytes comme Nightwing. Or ici le Faucon, il a même partagé le titre de Captain America pendant plusieurs décennies. Et Rick Remender, il avoue même qu'il ne s'attendait pas à recevoir autant de haine, car pour lui, c'était logique en fait. Pour moi, c'est venu du fait que je voulais que le premier super-héros afro-américain reprenne le flambeau, et je voulais raconter une histoire vraiment passionnante. Mais si l'effet secondaire est qu'un enfant se sent un peu plus représenté dans la société, alors tous les détracteurs, toute la négativité et toute la laideur que certaines factions de la société voudront vomir en valent la peine. Parce que, avouons-le, cela ne devrait pas être aussi progressiste. J'ai grandi avec Iron Man en tant qu'afro-américain, avec James Rhodes, et c'était il y a une trentaine d'années. J'étais surpris qu'il y ait encore des gens qui prennent leur fourche et s'énervent à ce sujet. Et si au départ le but est juste de raconter une histoire intéressante, le scénariste se rend bien compte du discours de certaines personnes à propos de cette minorité. Il va donc nous montrer, au travers d'un ressort scénaristique, comment ces personnes, qu'il rapproche de l'idéologie de l'Hydra, perçoivent les personnes noires et les préjugés qu'ils ont sur eux. Il nous montre à quel point leur vision est biaisée et qu'il leur est presque impossible de se remettre en cause tant ces préjugés sont ancrés en eux. Le récit ne restera pas parmi les meilleures histoires de la série, mais il vient ouvrir une nouvelle voie pour les comics de Captain America. Une nouvelle voie qui ne sera pas exploitée par Rick Remender car il quitte le titre avec ce récit. Et malheureusement, c'est là que Marvel va décider de ne pas laisser Sam Wilson être le seul Captain America. Il faut vite faire revenir Steve Rogers et on aura donc deux Captain America en même temps. D'un côté Steve Rogers et de l'autre Sam Wilson. Deux séries qui vont se dérouler en parallèle et qui auront quelques interactions l'une avec l'autre. Du côté de Steve Rogers, on apprend que grâce à une manipulation du cube cosmique, le héros a en fait toujours été un agent de l'Hydra. Il utilise alors de son influence en tant que Captain America pour lentement se placer à la tête du Shield. Devant certaines menaces, il profite de son influence et de la peur du peuple et des autorités afin d'obtenir un pouvoir de plus en plus important. Il met alors en place un régime totalitaire et s'impose comme le nouveau chef des États-Unis, plaçant Hydra à la tête de la première puissance militaire mondiale. L'objectif de Nick Spencer est ici clair, il dénonce le populisme et la confiance aveugle que l'on peut placer en un dirigeant, tout en nous mettant en garde sur l'infiltration des idéologies extrémistes
dans les sujets de politique et de société. Le danger n'est pas immédiat et peut même sembler une solution viable à un problème donné, mais va à long terme nuire à la justice et à la liberté d'une manière bien plus large. Et du coup, du côté de Sam Wilson, Nick Spencer continue sa critique de la société, mais forcément il va axer son récit sur les problématiques auxquelles sont confrontées les minorités sur le sol américain. Premièrement, il va mettre Captain America face à la critique raciste du peuple, de figures politiques et surtout des médias qui vont tout faire pour faire abandonner Sam Wilson. Désinformation, débats orientés sur sa légitimité et sur ses actes, campagnes sur les réseaux sociaux et surtout interviews de figures politiques d'extrême droite qui critiquent le fait que Captain America n'obéisse pas directement au gouvernement. Le problème c'est que le tout va être envenimé par Steve Rogers qui va placer Sam Wilson dans des situations qui discréditent le nouveau Captain America. Ainsi, Sam Wilson va s'en prendre à des agents coupables de violences policières, refuse d'obéir au gouvernement et prend la défense d'immigrés clandestins, qu'il défend contre une organisation d'extrême droite qui cherche à tuer ces immigrants. Sam Wilson défend ainsi la justice et la liberté, mais va s'autoriser à aller contre les autorités de manière frontale et remettre en question le choix des dirigeants. Nick Spencer met ici en garde face à la désinformation, l'utilisation des médias et des réseaux sociaux, notamment lorsqu'il s'agit de manipuler l'opinion publique, quitte à mentir ou détourner les faits. Qu'au final, ce n'est pas la vérité absolue qui l'emporte, mais bel et bien la vérité qui aura le plus de soutien et le plus de poids médiatique. Encore une fois, le but est véritablement de nous mettre en garde face aux manipulations qui auraient pour but de nous priver de nos libertés et de notre libre arbitre. De réfléchir à plus long terme qu'à la menace présentée devant nos yeux par ceux qui détiennent le pouvoir médiatique et politique afin de déceler les décisions qui pourraient, à terme, nous priver de libertés que nous jugeons pourtant essentielles. Et lorsque Nick Spencer va laisser la main à ses successeurs, les thèmes abordés seront assez semblables. Ils vont continuer d'aborder ces nouvelles questions, ces nouveaux dangers, mais vont également revenir sur des questions et des thématiques récurrentes dans l'univers de Captain America. Et c'est ainsi qu'on arrive au bout de l'histoire de Captain America. Le nouvel auteur pour la série vient d'être annoncé, il s'agit de Chip Zdarsky qui a déjà écrit sur les séries Batman ou Daredevil, et il y a fort à parier qu'il continue dans la voie tracée par ses prédécesseurs. Il est donc bientôt temps de répondre à la question qu'on s'est posée en début de vidéo, mais avant, j'aimerais revenir sur un dernier point concernant Captain America. En effet, on n'a pas trop parlé du côté historique du personnage, un personnage qui est là pour mettre en avant la face sombre de l'humanité au travers des exactions qui ont pu être commises dans le passé. Bon, et oui, on en a déjà un peu parlé avec la chasse aux communistes dans les années 50, mais il y a un autre exemple dont j'ai vraiment envie de vous parler, et il s'agit justement de l'exemple qui introduit le premier vrai Captain America noir, Isaiah Bradley. Dans Captain America la vérité, on nous révèle qu'avant que Steve Rogers ne devienne Captain America, l'armée américaine a mené des expériences sur des soldats noirs pour tester le sérum du super soldat. Ce récit fait écho aux réelles expériences médicales abusives perpétrées sur les Afro-Américains, notamment l'expérience de Tsugeji. Désolé si j'écorche le nom. Lors de cette expérience, des hommes noirs ont été laissés sans traitement pour observer les effets de la syphilis. Le tout sans savoir qu'ils étaient infectés, ou alors qu'on leur avait promis un traitement qu'on ne leur a jamais donné. Car si l'expérience commence en 1932, dans les années 40, des moyens de soigner cette maladie ont été trouvés et n'ont pas été utilisés sur ces personnes. Une expérience qui sera révélée au grand public dans les années 70 et qui conduira à des lois encadrant mieux les expériences médicales. Pour en revenir aux comics, plusieurs soldats afro-américains sont donc soumis à ces tests dans des conditions atroces et beaucoup meurent. Isaiah Bradley survit et devient un super soldat, mais il est trahi par son propre gouvernement et emprisonné pendant des décennies pour avoir osé endosser l'uniforme de Captain America. Ici, l'auteur dénonce deux choses. La première est évidemment les traitements inhumains auxquels les personnes afro-américaines ont été exposées lors de certaines expériences médicales. Et la deuxième, c'est le manque de reconnaissance de l'Amérique envers les soldats afro-américains qui se sont battus pour leur pays sans pour autant être considérés de valeur égale aux autres citoyens par le gouvernement. On peut donc dire d'une manière générale que le comics vient dénoncer l'exploitation d'une minorité par un gouvernement qui ne les considère pas et ne souhaite pas les considérer, allant même jusqu'à effacer les traces de ces exploitations quand cela est possible. Et c'est aussi pour ce genre de récit que Captain America est très important dans le paysage super-héroïque. Mais alors, Captain America est-il un outil de propagande? Est-il plus que cela? Et s'il est plus que cela, qu'est-ce qu'il représente? Conçu pour répondre à une demande éditoriale et économique, Captain America n'en demeure pas moins un reflet des préoccupations de ses créateurs, qui ont rapidement compris son potentiel en tant que messager politique. Et s'il n'a jamais été directement relié au gouvernement, les idéaux américains ont été mis en avant dans ses histoires et parfois dans ses discours, pour servir une vision précise du monde, magnifiant les États-Unis et condamnant avec virulence ses ennemis. Mais une fois la guerre terminée, son rôle devient incertain. Son patriotisme ne suffit plus et il disparaît. Son salut viendra alors de sa capacité à évoluer. Progressivement, Captain America dépasse son statut de simple porte-drapeau pour devenir le miroir des tensions et des souhaits d'une société en perpétuel questionnement. L'arrivée de scénaristes comme Steve Englehart dans les années 70, en pleine crise du Watergate, marque un tournant décisif. Ce n'est plus l'Amérique triomphante qu'il défend, mais des valeurs universelles qui, elles, doivent rester inébranlables. La liberté, la justice et le droit de s'opposer. Depuis, chaque génération d'auteurs a modelé Captain America à l'image de son époque,
utilisant ce personnage comme un prisme à travers lequel observer et critiquer les failles d'un système en constante évolution. Il n'est plus une figure monolithique, figée dans la glace, mais un symbole modulable et multiple, capable d'incarner les fractures et les questionnements qui traversent les États-Unis et le monde. Derrière le bouclier de Captain America se cache bien plus qu'un simple super-héros, une icône vivante façonnée par l'histoire et portée par les artistes et les penseurs qui lui ont donné une voix. Tant que la société changera, Captain America, lui aussi, continuera d'évoluer, prêt à défendre la justice et la liberté.